Bonjour. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette deuxième séance d'audition des opinions concernant le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Je rappelle que ce projet de règlement vise à modifier le plan d'urbanisme afin de réviser la carte du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le secteur du quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you will be welcome to do so. Je m'appelle Éric Cardinal, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission, complétée par Madame Danielle Sauvage et Monsieur Bruno-Serge Boucher. Nous sommes appuyés dans nos travaux par les analystes Akos Verbocci et Alejandro Angel Tapias. Au nom de mes collègues et de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Nous entendrons cet après-midi 4 interventions, une après l'autre. Chaque intervenant dispose d'une période de 10 minutes pour exposer son opinion, après quoi les commissaires disposent eux aussi de 10 minutes pour questions et échanges. Au terme des séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise et fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent aux élus. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Dino Bumbaru à prendre la parole. Bonjour, Monsieur Bumbaru. Bonjour, Monsieur le Président. On peut même dire ni hao ma. Merci pour l'occasion qui nous est offerte de participer à cette consultation. On est ici davantage pour témoigner d'une participation à un processus collaboratif dont la présente consultation est un des fruits, que pour procéder à un examen particulier, spécifique, très spécifique de la proposition, puisque c'est une des choses qu'on avait d'une certaine façon convenu de demander. Alors, d'une part, c'est important de le mentionner. D'autre part, Héritage Montréal, le 9 juin 2021, donc il y a un an très exactement aujourd'hui, en Assemblée générale, adoptait une résolution sur le quartier chinois et sa protection. Je vais en déposer une copie au secrétariat pour simplement en fin de publication. C'est un document public, mais également, auparavant, on avait adressé à la ministre de la Culture du Québec et à la mairesse de Montréal des demandes pour protéger le patrimoine ici. Alors, à la séance d'information, d'ouverture de la consultation, on a entendu les représentants de l'arrondissement qui parlaient beaucoup d'ensemble, et c'est une chose importante que d'avoir une approche pour le quartier, mais en termes de patrimoine, on ne peut pas oublier qu'il y a des identités qui sont portées par des lieux spécifiques. Il ne faut pas juste avoir une approche d'ensemble. C'est pour ça qu'on avait demandé des mesures spécifiques pour certains bâtiments, ce qui a été accordé notamment en janvier à travers l'annonce de la décision de la ministre sur certains bâtiments et le noyau institutionnel plus particulièrement. Alors, le quartier chinois est aussi un sujet par souci de transparence. Dans les années 80, j'étais porte-parole de Sauvo Montréal sur les questions du quartier chinois. À l'époque, on était sous l'administration du maire Jean Drapeau. L'enjeu premier était, après les grandes phases de démolition autour, Guy Favreau, métro, autoroute Ville-Marie, Palais des Congrès, éventuellement, c'était en chantier à l'époque, c'était la question du confinement du quartier chinois. C'est un terme de circonstance, c'est d'actualité, mais à l'époque, c'était surtout, on se rappelle que les arches qu'on retrouve aujourd'hui sur la rue de la Gauchetière, à l'est de Saint-Laurent et près de la rue Jeanne-Mance, c'était à l'époque situé juste à l'est de 'Urbain et à l'est de Clark.
Donc, c'était la vision de la ville, du quartier chinois, de l'administration d'époque. Aujourd'hui, on parle d'un périmètre qui est beaucoup plus proche des dimensions historiques de la présence de la communauté chinoise dans un quartier qui a connu des présences précédentes également importantes. Alors, je tiens à le mentionner tout simplement pour dire qu'il y a plusieurs dimensions dans l'objet de la consultation qui est actuelle. Un périmètre, on a vu comment les éléments de proposition réglementaire apportent une correction sur les périmètres, la reconnaissance d'un territoire plus large, les dimensions patrimoniales et tout ça. Alors, ça nous semble quand même une proposition qui est intéressante de ce côté-là. Mais peut-être rappeler que si la demande à la ministre au sujet de certains classements a connu une réponse je dirais, favorable et même plus, puisque la ministre a posé un geste sur un périmètre ou un ensemble qui est plus large que ce que Héritage Montréal avait demandé, mais qui aussi été alimenté par les travaux du comité conjoint formé par la ministre et la mairesse. La demande qu'on adressait à la mairesse de Montréal, c'était à l'effet d'avoir un site patrimonial, site du patrimoine pour le quartier chinois. Je pense que de ce cas, comme d'autres qui sont régulièrement soumis à l'Office pour considération et consultation surtout, nous, ce qu'on dégage, c'est l'intérêt d'une réconciliation entre les pratiques d'urbanisme et les outils, notamment les paramètres qui sont établis. On est ici pour modifier à travers un régime intérimaire les hauteurs, densités, différents paramètres comme ça, et le patrimoine qui est un objet réel. Et cette réconciliation nous apparaît très importante, d'autant plus que l'Office a lancé une consultation sur Montréal 2050, donc le projet de ville en vue de mettre à jour le plan d'urbanisme. On vous l'amène comme considérant qui est peut-être extérieur au sujet ici, mais on ne peut plus fonctionner avec des hauteurs disproportionnées par rapport à des territoires qui ont une identité, qui ont une personnalité, qui ont un patrimoine, bref. Et après ça, prétendre que les mécanismes d'arbitrage vont opérer efficacement. On a vu le Conseil du patrimoine en 2021 publier un avis sur la question du façadisme à Montréal. Cela complétait un avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur le même sujet qui a été mis en ligne le 11 mars 2020, une semaine bien connue dans l'histoire contemporaine, sur le même sujet. Alors, vous voyez, cette idée de urbanisme et patrimoine, c'est le temps de mettre un petit peu d'harmonie dans tout ça. Je pense que ce serait la discussion sur le quartier chinois est une occasion de le souligner, mais il faudra que ça s'incarne dans des outils un petit peu plus larges. L'autre chose qui nous semblait intéressant dans les documents qui sont soumis à la consultation, c'est comment on introduit parmi les critères la mise en valeur de l'histoire. Alors, c'est un élément intéressant, mais vous savez qu'on a vu le cas bien sûr, du restaurant Benz, vous connaissez, au coin de disparu aujourd'hui, où il y avait des critères un peu analogues à ça. Et ce qu'on a, c'est qu'on a fait disparaître un espace qui avait quand même une présence dans la mémoire par sa réalité matérielle, c'est l'endroit, le décor intérieur, et on ne parle pas juste des extérieurs, on parle aussi des intérieurs commerciaux dans ce cas-là, même plus récent. Et on a remplacé ça par un texte très, très court, gravé d'une manière sur une plaque de verre que personne n'arrive à lire. Alors, donc, il y a cette relation entre l'histoire et le patrimoine ne sont pas des concepts identiques. On peut mettre l'histoire sur le web. Le patrimoine, c'est un réel bâti, notamment. On voudra peut-être voir comment la mise en œuvre de ces critères-là se fera. Quel est le rôle du Conseil du patrimoine dans ça? Est-ce qu'il y a un accompagnement où finalement ça va être revu avec une approche qui ne nous a pas toujours donné des résultats satisfaisants? On peut comprendre la sincérité de l'intention, mais le résultat sera-t-il à la hauteur? Et on amène un petit astérix là-dessus. L'autre chose, c'est le suivi. Peut-être un élément qu'on trouve assez remarquable, c'est dans l'avis du
Conseil du patrimoine et du comité Jacques Vigée, qui a été produit. D'ailleurs, on tient à féliciter l'Office pour avoir mis à la disposition des informations absolument remarquables, dont l'étude de La Fontaine, architecte, là, qui est une source qui a été réalisée dans des conditions très difficiles, mais qui apporte beaucoup de regards. Puis certainement, ça pourra donner lieu à des activités complémentaires de recherche. Vous savez, on a le Centre Mémoire des Montréalais qui est juste à côté ici, qui devrait certainement pas contribuer juste à des petits panneaux, mais nous aider à comprendre la richesse humaine de ce quartier. Et dans cet avis conjoint, ce qu'on a trouvé remarquable, c'est qu'il y avait un tableau de suivi des recommandations. Alors ça, c'est quelque chose peut-être qu'on pourrait trouver une façon d'intégrer dans... On sait que c'est un vieux, je ne veux pas dire un vieux démon avec les consultations publiques, mais c'est les suivis des consultations publiques qui restent très présents. On l'observe dans les rapports annuels de l'Office comme un enjeu qui mériterait. Alors, il y a peut-être des choses à suivre, mais comme je disais, on a des intentions, même si c'est exprimé sous forme de critères, comme ce n'est pas des robots qui vont appliquer ces critères, mais des comités, des instances, il y aura des choix. Est-ce qu'il y a un retour qui sera fait là-dessus? Est-ce qu'on aura de l'authenticité? Vous savez, on est dans un secteur qui a aussi une partie, dont une partie est sous le coup de statut ministériel. Ça veut dire qu'ils viennent avec les considérations de la loi sur le patrimoine culturel qui, depuis l'an dernier, introduisent comme motif ou comme considération dans l'autorisation d'une intervention la prise en compte de la valeur patrimoniale et l'impact du geste sur cette valeur et la prise en compte aussi de l'impact possible du geste proposé sur l'authenticité et l'intégrité. Donc, dans ce territoire-là, ces mots-là vont être présents nécessairement. Alors, comment est-ce que la Ville de Montréal fera un arbitrage? Ce serait utile de comprendre ça un petit peu mieux, d'autant plus qu'on est dans un régime de pouvoir déléguer. La loi sur la métropole qui a été adoptée en 2017, je crois 2016, délègue à la Ville de Montréal un certain nombre de pouvoirs dans la mise en œuvre des responsabilités ministérielles sur la loi sur le patrimoine culturel, et on a cette situation dans ce périmètre-là. C'est un angle plus spécifique par rapport aux hauteurs et densités. Vous comprendrez que hauteur et densité, c'est un peu la source du problème ici, dans bien des égards, mais il y a des statuts qui existent qui interpellent les différentes compétences de la Ville de Montréal et ses expertises professionnelles qui sont certaines à Ville-Marie, d'autres au service corporatif de la Ville. Alors, il faudra trouver une façon de réconcilier ça. Et on avait suggéré que le comité conjoint qui avait travaillé tout au long de l'année dernière a préparé, ce qui donne notamment les propositions pour la consultation publique aujourd'hui, le comité conjoint formé par la ministre et la mairesse de Montréal, à laquelle Héritage Montréal a été invité à participer. C'est pour ça qu'on témoigne de l'intérêt de ce genre de démarche, qu'il soit invité à continuer d'accompagner la mise en œuvre de tout ça une fois que ce soit. C'est important. Je voulais peut-être conclure sur un élément. Le 4 mai dernier, Héritage Montréal et le musée McCourt, dans le cadre d'une collaboration décennale qu'on appelle les échanges urbains, tenaient un échange urbain qui était le premier en présence depuis celui du 11 mars 2020 sur le façadisme, un échange urbain sur le quartier chinois. Et un des témoignages, c'est disponible en ligne sur YouTube, donc on pourrait suggérer que ce soit un document que nous déposons. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça physiquement, là, parce que c'est sur YouTube, mais... oui, je suis sûr, mais si je vous donne un bout de papier, il va être numérisé, mais celui-là, je ne peux pas vous donner un lien comme ça. Mais, blague à part, une des interventions a fait un peu l'historique de la situation du quartier chinois du Chinatown, dans ce cas-là à Vancouver. Et ce qui a amené des actions conjointes de la ville et de la communauté pour justement réconcilier les objectifs de développement urbain, notamment de transition écologique, avec une certaine densification qui menaçait
le quartier chinois, le Chinatown, dans son intégrité comme ensemble bâti et patrimonial avec des caractéristiques, des hauteurs, tout ça. Et comment il y a eu un processus qui a réconcilié les deux. Et je pense que ce serait intéressant, pour nous, ce serait intéressant que le quartier chinois de Montréal, il y a une collaboration avec Vancouver, avec Victoria, qui sont deux ensembles qui ont déjà une reconnaissance patrimoniale et peut-être certains autres à travers le Canada. D'ailleurs, l'étude de la Fontaine Architecte fait un survol de certains de ces ensembles-là, qui sont une espèce de typologie patrimoniale particulière qu'on pourrait aussi observer dans d'autres communautés. On parle de la petite Italie, le petit Liban, le petit Maghreb, enfin, il y en a plusieurs. Et ça pose la question comment est-ce ces quartiers, ce type de quartier, non seulement peut être préservé, mais conserve une vitalité puis un sens à travers les différentes générations des communautés qui participent de plus en plus à la communauté montréalaise dans son ensemble. Alors ça, je pense que pour nous, c'est un sujet intéressant qui mériterait peut-être d'être évoqué dans le cadre du projet de ville, donc c'est la vision qu'on peut donner à Montréal. Et en étant consciente aussi également que parmi les éléments du patrimoine de tel quartier, dont c'est le cas du quartier chinois aussi, il y a des entreprises familiales. Il y a des lieux qui sont associés sur plusieurs générations. Et évidemment, on ne peut pas emprisonner les gens dans leur histoire familiale, mais on devrait se poser la question de la perpétuation. Et lors de l'échange urbain sur le quartier chinois, un des concepts qui a été amené par Jessica Chen, qui était une des panélistes, c'était l'idée des legacy shops, donc les commerces qui sont un peu des legs, le patrimoine commercial, d'une certaine façon. Alors, je pense que ça fait un peu le tour de notre intervention aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on a quelques questions pour vous. D'abord, je suis là pour ça. Est-ce que, donc vous avez parlé du comité conjoint qui a cessé ses activités ou? Ben, il a été réuni la dernière fois à la fin de 2021 et puisque des annonces étaient prévues, donc c'était surtout pour nous informer que les annonces s'en venaient, mais le travail a été quand même très diligent et efficace au cours de l'été. Il a été formé, là, je pense, le communiqué c'est le 26 mai, je crois, qui annonce, voilà, communiqué du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal unissent leurs efforts pour protéger le caractère patrimonial du quartier chinois de Montréal. Et c'était effectivement le 26 mai. Donc, assez rapidement, il y a eu un rythme de travail qui était efficace. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'il devait continuer d'exister. Ben, je pense qu'il devrait peut-être adopter un rôle d'accompagnement dans la mise en œuvre. OK. Hein? J'ai une autre question, puis je veux profiter du fait que vous êtes ici, votre expertise, puis l'expérience, votre implication dans tout ce dossier pour peut-être nous expliquer, nous éclairer sur la différence que va faire la nouvelle désignation de quartier patrimoine exceptionnel au quartier chinois versus ce qui existait jusqu'à maintenant. Bien, déjà, il y aura une identification propre du quartier chinois, parce que ce qu'on a remarqué, c'est un autre... Tout le monde pensait que c'était reconnu, tu sais, mais dans le fond, on a le boulevard Saint-Laurent qui a son identité, il y a les méga-projets, l'axe nord-sud a été identifié, puis le quartier chinois, c'était comme les retailles autour de ça. Alors maintenant, il y a une personnalité qui pourra peut-être bénéficier. C'est pour ça que la collaboration serait utile dans sa poursuite, pas juste dans la provocation de ces choses-là, puis après ça, on retourne à une administration ordinaire des choses, parce qu'il faudra peut-être accompagner ça avec une compréhension des critères, parce que ce n'est pas juste des critères que des ordinateurs peuvent faire, là. Et il y a certainement une intervention du CCU qui sera peut-être plus soutenue par une information, une révision des projets. Puis nous, on l'espère aussi, une remise en question au niveau de la recevabilité des projets.
On ne peut pas juste accepter de traiter de projets parce qu'ils sont à la bonne hauteur ou conformes à des paramètres chiffrés qui pourraient convenir. Vous savez, on peut prendre un ancien terrain brun, le décontaminer, puis on pourrait appliquer des paramètres dessus, mais on n'est pas là-dedans. Ici, on est dans un secteur où il y a des dimensions archéologiques qui sont reconnues dans les documents maintenant. Il y a un patrimoine bâti qui a été longtemps négligé. Vous savez, l'incendie de l'édifice Robillard qui nous a fait perdre un magnifique bâtiment au point de vue de son architecture, mais aussi d'histoire. C'était les premières représentations de cinéma en Amérique qui se tenaient là, c'est quand même pas rien. Les différentes branches de la Ville de Montréal, l'arrondissement, le service d'incendie, le patrimoine n'était pas connecté. Il manquait il y avait des trous là-dedans. Alors, on pense que ce genre de désignation peut être l'occasion de couvrir les lacunes. C'est de corriger ça. OK. Merci. Bonjour, Serge. Pardon, bonjour. Bonjour. Vous avez, beaucoup de votre intervention a porté sur la gouvernance de tout ça, finalement. Qui est responsable de quoi, puis qui fait quoi, puis comment on fait pour que ça avance. Puis quand on lit l'ensemble des mémoires, ça revient souvent, cette question-là. Il y a beaucoup d'organisations dans la communauté. Il y a le PPAI, CCU, enfin, je ne vais pas tout mêler mes lettres. Oui. Comment... Je ne vais pas vous demander de me faire une arborescence, mais comment on pourrait réussir à simplifier puis à rendre cette gouvernance-là efficace? Est-ce que c'est la solution, c'est de donner la coordination de tout ça au comité tripartite dont vous parlez ou de mettre ça ailleurs? Bien, écoutez, le comité dont on parle, il avait une mission assez déterminée qui était d'œuvrer avec l'anglicisme de livrable. Ouais. Hein? Mais... nous, on pense que c'est pas juste on met un paquet de papier, puis transférer ça à un autre bureau, puis poum poum les tampons, puis c'est la sanction royale et tout ça. Surtout que maintenant, il y a des joueurs qui ont évolué. Le ministère de la Culture était très limité à la mission catholique chinoise, qui est complètement à l'ouest du Palais des Congrès. Maintenant, il y a un ensemble beaucoup plus large. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement... Le mot gouvernance est un peu lourd de sens parce qu'on imagine un grand organigramme. Le comité auquel nous, on a été invités à participer avait une tâche, mais il avait aussi une structure assez légère, puis des responsables. C'était la direction de l'urbanisme qui était responsable de ça, qui était pas une direction... D'abord, c'est une direction, c'est un niveau de direction. C'est qu'à Montréal, nous, on le regrette, on pense que ça devrait évoluer, mais on n'a pas de direction du patrimoine. On a juste une division. Alors, c'est-à-dire qu'il faut... les gens sont très qualifiés, tout ça, mais des fois, il y a des blocages dans la hiérarchie à travers ce genre de choix. Mais la direction de l'urbanisme a fait un excellent travail de secrétariat, d'animation et tout ça. Donc, mais c'est aussi un exercice de coordination. Depuis, il y a eu la formation d'une table de concertation, mais qui est communautaire. Et alors que la démarche à laquelle nous, on a été invités à contribuer, était à la fois communautaire, connectée avec la communauté chinoise dans ses différentes composantes, parce que ce n'est pas des monolithes, il ne faut pas penser à ça, c'est comme n'importe quelle société, et aussi dans sa dimension montréalaise. Héritage Montréal, nous, c'est les communautés de la province de Québec qui sont les gens à qui on s'adresse en premier lieu, et puis en particulier de Montréal, la région métropolitaine. Alors, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, et il y avait également la présence du ministère de la Culture qui était autour de la table, ce qui fait que les discussions, on peut être franches, directes et faire évoluer les choses. Est-ce qu'il y a un lien, introduire une connexion avec la table de concertation qui, elle, va certainement contribuer à ce que tout le monde souhaite, c'est que ce ne soit pas un quartier fantôme, ce soit une animation réelle et une vitalité commerciale et communautaire, la question de l'habitation qui va nécessairement interpeller d'autres services à la Ville de Montréal. Mais on pense que ça peut être une formule intéressante qui peut être enrichie. Hein? Merci. La mission qu'on avait faisait qu'on avait une composition X, mais
l'accompagnement va demander aussi de réfléchir à des stratégies autres que simplement le caractère patrimonial. Là. Et que vous aviez les décideurs autour de la table aussi. Oui, c'est ça. Enfin, ça aide. Héritage, je n'ai pas un décideur là-dedans, mais on souhaite contribuer. Puis, voilà. Daniel? Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de l'importance de réconcilier urbanisme et patrimoine et dans la même lignée de réconcilier aussi histoire et patrimoine. Oui. Puis vous avez mentionné les conférences au McCord qui ont lieu. Malheureusement, oui, on n'a pas pu y assister parce qu'on avait des rencontres le même soir. Nous, je pense que c'était la période de questions-réponses. C'était une date très prisée. C'est sûr. Mais est-ce que vous avez, dans le cadre de Vancouver, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, des actions qui ont été prises dont on pourrait s'inspirer à Montréal pour réussir ces réconciliations-là? Oui. Bien, déjà, ils se sont donné un projet à plus long terme. Dans le cas de Vancouver, il y avait déjà une désignation patrimoniale. Nonobstant cela, la Ville a développé des politiques de densification qui montraient cette espèce d'asymétrie ou de déséquilibre entre patrimoine et urbanisme, ou développement urbain. Là, l'urbanisme, c'est quand même un des grands alliés du patrimoine là, depuis longtemps, là, mais c'est parce qu'il y a des logiques internes à ces grandes pratiques-là. Et la communauté a sonné le signal d'alarme, donc il y a eu une prise de conscience. Ils ont travaillé, ils ont fait peut-être un exercice qui n'est pas similaire à ce qu'on vit ici, mais qui est comparable, puisque c'est comment est-ce qu'on rétablit un équilibre entre ça. Mais au-delà de ça, ils ont élaboré cette réflexion sur les legacy shops, sur la vitalité. Et je pense qu'au niveau de Montréal, on devrait faire quelque chose ensemble. Montréal-Vancouver, c'est tellement, je ne veux pas dire que c'est naturel qu'on travaille ensemble, là, parce qu'il y a quand même une distance, mais ce serait une belle occasion. Et l'autre chose, je dirais, ils se sont donné un projet encore plus grand, c'est qu'il y a eu une réflexion pour inclure le Chinatown de Vancouver sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada. Donc, vous savez, une espèce une étoile polaire à suivre, une grande direction à se donner. Et bon, ça n'a pas été retenu par le gouvernement fédéral, mais ça a servi aussi à réfléchir au-delà de la simple relation zonage et puis statuts patrimoniaux. Là, ça a donné une espèce de grande dimension qui mériterait que, vous savez, à Montréal, on a cette réflexion, cette aspiration pour le Mont-Royal. Non pas comme un parc, mais comme un ensemble de sites qui témoignent des efforts de communauté pour se bâtir par la science, par la protection de l'environnement, par la santé, les hôpitaux, les universités, les cimetières. Bon, c'est peut-être un échec au niveau de la santé, les cimetières, mais on finit tous là. C'est juste pour dire, il y a peut-être une occasion de collaborer pour faire une communication là-dessus. Et présentement, une discussion à laquelle nous participons, ce n'est pas encore mature, mais c'est d'interpeller le gouvernement fédéral pour des reconnaissances du patrimoine historique associé au quartier chinois de Montréal. Alors, il y a le quartier chinois lui-même, mais à l'intérieur de ça, il y a certains bâtiments, certains lieux qui ont une présence ou une signification qui mériterait d'être reconnus. Et il y a également des personnages. Alors, on a découvert, par exemple, que malgré que la place des Montréalaises donne soit à l'entrée du quartier chinois, à l'est, bien, il n'y a aucune personne de la communauté qui est associée à ça. Est-ce que c'est quelque chose que... Je ne veux pas réouvrir une discussion, mais c'est juste pour dire qu'il y a également des personnes qui sont de cette communauté, des membres, enfin, je ne peux pas vous donner, mais on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée. Puis on accompagne d'une certaine façon des réflexions qui ont eu lieu dans la communauté ici. Et on sait que ça pourrait peut-être être un bon chantier à se donner à la montréalaise, là, mais d'interpeller le gouvernement fédéral, puis ensuite de voir comment est-ce qu'on peut faire des liens entre ces territoires qui sont sur des milliers de kilomètres, mais participent d'une certaine aventure humaine qui est commune.
Est-ce qu'on sait pourquoi le gouvernement fédéral n'a pas retenu la proposition dans le cas de Vancouver? Ah, c'est trop long. C'est pas que c'est trop long, mais ça pourrait être... je pourrais sortir de la réserve que je devrais avoir. Mais il y a eu un comité expert, ça s'était fait en 2017. Il y a une dizaine de sites qui ont été retenus, dont l'île d'Anticosti, là, qui devrait être proposée cette année, parce que c'est une inscription sur une liste indicative du pays, et ensuite le pays présente ça dans l'ordre qu'il souhaite. Et ils ont... mais il faut dire qu'à l'échelle fédérale, c'est sûr qu'il y a tout un enjeu de réconciliation avec les peuples autochtones, dans lesquels la reconnaissance de lieux à travers les conventions internationales est une piste importante. Ils l'ont fait à Pewanishinaki en Ontario et au Manitoba. Il devrait y avoir le Dawson City, le Klondike, qui est aussi en relation avec la dimension autochtone. C'est un enjeu plus large. Mais le fédéral a ses raisons que le reste du monde ne comprend pas. Je pose la question parce que... On manque de temps pour, exact, pour c'est un grand sujet, vous avez bien raison. Alors, je suis désolé, je dois mettre fin à notre discussion. C'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup pour avec votre plaisir. participation. Merci de l'invitation. Puis on a hâte de lire votre rapport et vos recommandations. Merci beaucoup. Alors, prochain intervenant, Samuel Vanzin. Et on aura des questions pour vous. OK, parfait. Alors maintenant, on vous écoute. Parfait. Donc, merci de nous recevoir ici. Oh my God, OK. De me recevoir. Dans le fond, je vais commencer assez rapidement, quand même 10 minutes. Donc, tout d'abord, moi, j'ai vu sur la liste d'inscription, c'était écrit Habiter Ville-Marie. Je ne suis pas là au nom d'Habiter Ville-Marie, je suis là au nom du comité logement Ville-Marie. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ramassé dans l'inscription. Mais dans le fond, nous, notre mission au comité logement Ville-Marie, c'est une mission qui se développe sur 3 axes, justement. Donc, de promouvoir et défendre le droit des locataires, d'assurer un encadrement adéquat du marché locatif privé et aussi de développer du logement social qui serait justement une alternative au marché locatif privé dans la perspective de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc ça, c'est comme notre grosse mission en général. Puis, en termes de nos activités ou de qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, on a un service d'information qui aide les locataires à chercher du logement et qui
qu'ils aident en connaissance de leurs droits, parce qu'on a à peu près 1200 personnes par année. On a aussi des ateliers de formation sur le logement social et sur le droit des locataires. Et on fait aussi la promotion, au soutien au développement de logement social. Ça, des fois, ça rentre avec Habiter Ville-Marie, donc c'est peut-être un peu pour ça que c'est le nom qui a été mis à la liste. Et aussi, on mobilise nos membres. Je vous rassure, sur ma liste, c'est sur la liste, Comité Logement Ville-Marie. OK, bon, parfait. Je ne sais pas pourquoi sur le site. OK, super. Donc, c'est ça. Puis, on mobilise justement nos membres en se concertant avec d'autres partenaires pour tout ce qui est des enjeux de logement puis de développement de logement social. Donc, pour bouger tout de suite au quartier chinois, je vais juste commencer un peu par une présentation des caractéristiques distinctives de la population. Donc, au niveau de la pyramide des âges, deux choses qui se remarquent beaucoup dans le quartier chinois, c'est le fait qu'il y a une surreprésentation de personnes aînées par rapport à la moyenne montréalaise. Et aussi une sous-représentation des jeunes personnes, disons, les gens d'en tout de 20 ans et moins, ce qui nous traduit aussi en une sous-représentation des familles, parce qu'en général, les enfants ne s'habillent pas tout seuls. Puis, il y a aussi une haute proportion de personnes qui parlent ni anglais ni français dans le secteur, plus de 10%. Et au niveau de l'immigration, il y a une proportion beaucoup plus grande dans le quartier chinois d'immigrants de longue date que dans le reste de Montréal. Et il y a aussi, à l'inverse, moins d'immigration récente dans le quartier. Puis c'est aussi majoritairement des ménages seuls dans le quartier chinois. Pour ce qui est des locataires, plus précisément, dans le fond, il y a plus que 75% des ménages dans le quartier ou dans les aires de recensement du quartier qui sont justement locataires, qui est une moyenne quand même plus haute que Ville-Marie de seulement quelques pourcents, mais c'est quand même le trois quarts de la population. Puis de ces locataires-là, il y a plus de la moitié qui payent 30% ou plus de leurs revenus en frais de logement. Il peut y avoir des proportions beaucoup plus hautes pour certaines personnes aussi, mais le taux d'effort est calculé comme ça. Mais considérant qu'on est proche du centre-ville, les terrains, les loyers sont beaucoup plus hauts. Donc, on peut s'imaginer que 30%, c'est même plus que ça pour une bonne partie de cette proportion-là. Donc, disons, ce qui nous amène ici, je pense, c'est beaucoup les développements récents qu'il y a eu dans le quartier chinois, comme la tour du One-Vigé, le Hampton et Homewood-Suits, l'hôtel qui est juste à côté du One-Vigé, les deux qui encerclent la comme porte sur Saint-Laurent, et le 180 René Lévesque, qui n'est pas encore fini de construction, mais qui est mis sur le site web du développeur comme des condos locatifs. Donc, il y a beaucoup de ces développements-là qui, je pense, dans un mémo du Chinatown Working Group, qui leur rappelait justement un pattern un peu de développement sauvage et de démolition, comme on a vu avant dans les années 70 et 80 avec le Palais des Congrès, Guy Favreau, l'autoroute Ville-Marie, tout ça. Donc, je pense qu'il y a un peu une crainte légitime d'un redéveloppement comme ça qui pousserait encore plus ce qui reste de population à quitter encore une fois. Donc, en général, beaucoup de développement dans les dernières années. Rien d'accessible aux gens à faible ou moyen revenu. Là, on parle de condos de luxe, des hôtels, des choses dans ce type-là. Donc, justement, dans Ville-Marie, en général, il y a déjà un grand besoin pour du logement social. Au niveau de la liste de l'OMHM, il y a déjà plus que 1600 personnes qui habitent Ville-Marie qui sont inscrits et qui attendent sur cette liste-là. Et nous-mêmes, de notre côté, on a une liste de demandeurs de logement social. Et sur notre liste à nous, on a plus de 1100 ménages et à peu près un peu plus de 400 de ces ménages-là, donc plus d'un tiers, c'est des familles avec enfants, justement. Donc, ça nous montre quand même qu'il y a un grand besoin pour du logement social. Puis si on va à ce qui est le logement social actuel, dans le quartier chinois, il y a à peu près une dizaine de comme logements sociaux. Certains ont plus qu'une phase. Mais en général, c'est pas mal tout du logement social qui est soit exclusivement pour aînés ou qui est majoritairement, qui est majoritairement occupé par des
des personnes aînées. Puis souvent, au niveau des logements eux-mêmes, c'est des studios, des 1,5, des 2,5. C'est pas du logement qui est propice à des familles, là. Habituellement, pour les familles, on parle de 3 chambres à coucher ou plus. Le seul logement social qui est à peu près comme ça, c'est comme les Co-op Henderson, qui ont 9 immeubles historiques, qui, eux, c'est comme... Il y a comme 2 logements par immeuble, puis c'est du 3-4 chambres à coucher. Donc, c'est pas mal les seuls qui sont familles spécifiquement. Puis aussi la coopérative, les 2 phases de la coopérative Changhua, qui est, la nouvelle phase de 16 logements. Il y en a un peu plus qui est famille aussi là-dedans. Mais c'est pas mal tout. Tout le reste, c'est pas mal soit pour aînés ou soit des petits logements qui sont pas propices aux familles. Donc, on voit qu'il y a vraiment un grand besoin de logements pour famille. Fait à ce sujet-là, justement, dans le quartier chinois, dans les secteurs de recensement du quartier chinois, c'est juste 4,4% de ces logements-là qui ont 3 ou plus de chambres à coucher. Dans le Faubourg Saint-Laurent, ça, c'est à 11%. Puis la moyenne pour Montréal, c'est 32%. Donc, on voit que vraiment, il y a un manque à combler là, ici. Au niveau des constructions de logements sociaux récentes, il y a la coop Changhua en 2012, justement, qui est quand même du logement famille. Mais avant ça, la grande majorité de ce logement social qui existe a été créé dans les années 80 ou 90 pour quelques-uns. Donc, ça fait assez longtemps là, qu'il n'y a pas de nouveaux projets ou de nouveaux projets d'envergure, disons. Puis, j'allais vérifier pour le recensement de 2021. Ils n'ont pas sorti encore tous les chiffres spécifiquement sur le logement. Mais depuis le dernier recensement, il y a 16,5% plus de logements dans les secteurs de recensement ici. Je pense qu'on peut bien s'imaginer qu'il n'y en a pas beaucoup dans ceux-là qui sont du logement pour famille. Pas mal tout ce qui pousse ces temps-ci, c'est des condos. Les condos, c'est souvent axé sur des clientèles de jeunes professionnels. Puis s'il y a du logement famille, ben c'est des penthouses, mais des penthouses, c'est pas très accessible, disons, comme type de logement pour des gens à faible ou à modeste revenu, là. Puis on pense que surtout pour le quartier chinois, il y a vraiment un besoin, si on veut que le quartier chinois garde son caractère distinctif, il faut que les familles puissent se renouveler aussi. Justement, si c'est juste des comme petits logements ou on crée des logements juste pour aînés, au niveau du renouvellement de la comme population, ben, ça va prendre des familles. Puis idéalement, ces familles-là peuvent rester dans le coin du quartier chinois. Puis je pense que ça serait bien à ce niveau-là. 2 minutes? OK, parfait. Mais il faut aussi considérer les travailleurs précaires. Au niveau de l'industrie des ventes et services, c'est quand même 15,5% des travailleurs sont une étude de l'INRS qui travaillent, mais qui sont quand même sous le seuil de pauvreté. Et après, il découpait aussi par groupe de communautés visibles. Et dans la communauté chinoise, dans les travailleurs chinois, ce taux-là, c'était à 23,5%. Donc, nous, on se dit, avoir du logement qui serait abordable, du logement social qui serait réellement abordable. Pour les travailleurs du quartier chinois, ça serait une bonne chose. Comme ça, des gens qui puissent vivre proche de leur lieu de travail, dynamiser le quartier, puis quand même comme consolider le tissu social. Donc, bon, vite, là, comme on le sait, en crise du logement, les loyers haussent assez rapidement. Hausse des reprises, des évictions aussi. Puis les logements qui ne sont pas occupés présentement, en général, sont affichés à un prix 22. La moyenne des logements qui ne sont pas occupés ont un loyer 22% plus haut que les logements qui sont présentement occupés. Donc, dès qu'un logement se vide, le loyer risque de monter d'une bonne marge assez rapidement, là. Fait que c'est des moyennes de moyenne, mais ça peut être pire que ça, là. Donc, pour ce qui est du projet qui est proposé aujourd'hui, nous, en général, on est d'accord avec le projet. On est d'accord avec le fait de baisser les hauteurs. En parlant avec certains de nos partenaires, on a vu que certains endroits, surtout sur de la gauchetière, où c'est du 45 mètres, c'est quand même assez haut. Ça ne respecte pas vraiment le cadre bâti existant. 45 mètres, c'est à peu près quand même une quinzaine d'étages. Pour proche de la gauchetière, c'est quand même un peu beaucoup selon nous, là. Fait que ça, on pense que ça devrait être un peu revu. Sinon, en général, comme je dis, on l'accueille favorablement. Je pense que c'est une bonne
première étape, c'est un bon créneau à partir duquel travailler. Là, il y a le plan d'action 2021-2026 qui, je pense, va être beaucoup à suivre et à s'assurer que, outre les critères techniques, le comme développement soit sensé. Là, pour une raison ou une autre, je ne suis pas capable d'avancer la prochaine. OK. Puis, ouais. On peut poursuivre pendant les échanges. Donc, dans le fond, notre conclusion, comme on dit, on est favorable. Aussi, au niveau de nos recommandations, on recommande que les limites du quartier chinois soient modifiées et exclues du centre des affaires tel que proposé. C'est une base. Comme j'ai dit, que l'abaissement des 45 mètres proche de la gauchetière au cœur du quartier chinois, je pense que ça devrait être repensé. On recommande que la Ville de Montréal réserve d'ores et déjà dans son budget les montants requis pour l'acquisition de terrains visés par le droit de préemption, dans le but de permettre au moins un projet de logement social. On propose aussi que la Ville recommande que la Ville assujettisse le terrain formant l'îlot Anderson, Jeanne-Mance, Vigée de la Gauchetière au droit de préemption, ça je vais vous le montrer juste après, puis que la Ville et l'arrondissement intègrent à leurs critères d'analyse de projet des développements, dans leur analyse des projets de développement, des critères de contribution à la vie sociale, culturelle, économique du quartier, un peu faire écho à ce que M. Boumbarou a dit avant aussi, qu'on ne se base pas juste sur est-ce que ça respecte les chiffres? Oui. OK, c'est bon. Puis juste pour vite, l'îlot qu'on recommande d'assujettir, c'est lui qui est pointé avec une petite flèche verte là, sur la présentation. On doit comprendre que vous mentionnez d'autres sites où la Ville pourrait utiliser son droit de préemption qui sont déjà... Oui, dans le fond, ceux qui sont en comme bleu, ça, c'est ceux qui sont déjà visés par le droit de préemption. Ouais. Okay. Donc, on pense que, sur les terrains visés, il devrait y avoir au moins la construction d'un projet de logement social. Ça pourrait être un projet mixte, projet intergénérationnel, parce qu'il y a quand même des besoins pour le logement pour aînés. Mais c'est ça, il y a les 5 là qui existent en ce moment, mais il y en aurait un que nous, on pense qu'il faudrait la peine aussi d'ajouter. Ouais. OK, d'accord. Je me tourne vers mes collègues pour des questions. Daniel? Oui. Vous avez fait un inventaire du logement social et des coops et des autres habitations là, qui existent dans le quartier. On était étonnés de voir qu'il y avait si peu de coops dans le quartier chinois. C'est dû à quoi? Honnêtement, c'est une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas répondre pourquoi il y en a autant peu. Je vous dirais en général, les coops, c'est quand même souvent des plus petits projets. Puis le logement social qui existe en ce moment dans le quartier chinois, c'est quand même... Souvent, c'est du 40 logements et comme plus. C'est sûr que c'est des petits logements. Fait que je pense que j'imagine, quand ils ont construit ces logements-là, probablement qu'ils voyaient déjà plus, que ce soit du logement pour aînés. Mais je n'ai pas de réponse exacte à ça. En fait, si je peux rajouter vite, je pense que les comme coop, souvent, ça va venir des gens qui veulent former la comme coop. C'est pas le gouvernement qui va aller le créer. Donc, c'est peut-être un peu pour ça. Mais en même temps, tous les logements, la grande majorité des projets de logements sociaux qui existent dans le quartier chinois, c'est des projets qui émanent de la communauté chinoise. Donc, c'est peut-être juste le modèle. Ouais. D'accord, merci. Bonjour. Il y avait... Ah oui. On veut vous proposez la construction d'habitations et de logements sociaux dans le coin. Il y a bien pour les promoteurs privés comme pour les logements sociaux, il y a un seuil de rentabilité. Ce que beaucoup de promoteurs nous disent, c'est que je ne peux pas faire de logement qui va être rentable si je ne monte pas à 10, 12 étages, par exemple. Est-ce que dans le type de logement que dont vous faites la promotion et dont vous vous occupez, il y a un tel seuil de rentabilité en disant la coop ou l'unité ne peut pas faire ses frais si on n'a pas tant de pieds carrés à louer ou quelque chose comme ça? Je dirais en général, oui quand même. C'est sûr que ça dépend des programmes de financement.
Là, on est dans une situation un peu particulière où Accès Logis est comme en train de mourir, qui est le programme qui était tout le temps utilisé pour construire du logement social. Le gouvernement a mis un nouveau programme de financement, le FAC, il y a eu les premières propositions qui ont été envoyées, mais on n'a pas vraiment encore les résultats par rapport à ça. Fait que c'est un peu dur à dire précisément qu'on est dans ce flou-là en ce moment. Mais en général, oui, quand même. Il y a quand même un certain... puis aussi, pour que ça soit financé, souvent, il faut qu'il y ait quand même un certain critère comme ça. Okay. C'est pour ça aussi que nous, on pense que ce serait bien de revoir les hauteurs, mais de revoir ça avec la communauté, avec les gens, pour te dire, OK, c'est quoi qui serait un critère acceptable? Parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Si on veut construire du logement social, il faut que ça soit viable financièrement aussi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose... C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait qu'il soit revu. On ne dit pas nécessairement baisse, mais il faudrait revoir ça pour s'assurer justement qu'il y ait un équilibre entre... Si on veut faire du logement social, est-ce que ça peut être viable quand même? Ou sinon, est-ce que le plan d'urbanisme peut rester à cette hauteur-là, mais dans les règlements d'arrondissement, ce soit plus bas, puis que là, eux, ils basent leurs critères, justement. Bon, tu veux juste faire une grosse tour à condo de luxe, non, on ne te laisse pas dépasser. Tu veux faire quelque chose qui est utile pour la communauté, qui respecte les critères du plan d'action, mais là, oui, on vous laisse déroger. Mais c'est ça. Je pense moi, ça serait la comme juste balance, disons, entre les deux. Là. Okay. Vous garderiez les hauteurs telles que proposées, mais iriez en dérogation si c'est la voie que vous proposeriez, si c'était le cas? Je pense que ça serait probablement le plus efficace. Okay. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ça soit revu avec la communauté et les groupes pertinents pour justement qu'on puisse avoir une espèce d'accord commun là, sur ça, justement. Puis une deuxième question, si vous me permettez. Je voyais récemment qu'il y avait en ville une disparition des maisons de chambre, qu'il y avait beaucoup avant. Il y a beaucoup de personnes seules. Est-ce que vous connaissez le phénomène dans le quartier chinois des maisons de chambre? Est-ce qu'elles disparaissent? Est-ce qu'il y en a encore? De ce qu'on sait, il y en a quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Apparemment, il y en a qui ne sont pas vraiment certifiés, fait qu'on pourrait les faire certifier, mais c'est encore un peu... c'est un peu flou à ce niveau-là, je vous dirais. Honnêtement, on sait qu'il y en a quand même plusieurs dans Ville-Marie, il y en a de moins en moins. Pour le quartier chinois, on a entendu dire qu'il y en a quelques-unes, mais... apparemment, ils ne sont pas tous certifiés, donc on ne sait pas trop exactement. Là. Okay. C'est quelque chose qui serait à comme développer, je pense, ça pourrait être justement quand même quelque chose de bon pour les travailleurs seuls. Ou sinon, dans un projet mixte, d'avoir des studios des 1,5 pour des comme travailleurs là, qui pourraient faire à peu près la même... le même qui remplirait le même besoin. Merci. Donc, je comprends bien, actuellement, il n'y a pas de projet de développement de logement social? Non, c'est ça. En ce moment, il n'y a pas un projet en particulier. Là, nous, on s'est justement inscrit à la table ronde du quartier chinois de Montréal, qui est dans le processus de comme vraiment se former. Donc, c'est une discussion qu'on va pouvoir avoir dans le cadre de la table ronde. Dans le plan d'action sur le comme quartier chinois, la ville aussi, l'arrondissement était supposé de comme s'impliquer un peu là-dedans, de trouver un groupe porteur qui voudrait porter ce projet-là. Mais on n'a pas encore de groupe porteur. Là. OK. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Merci à vous, puis bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée. Prochaine intervenante, Monique Ligne. Bonjour. Bonjour. C'est correct si je parle en anglais? Oui, vous pouvez parler en anglais. Vous avez 10 minutes, puis ensuite, on a un autre 10 minutes d'échange avec vous. Parfait. On vous écoute. Merci. All right. Dear Commissioners of the OCPM, thank you for the opportunity to present my opinion on the proposed changes to the Plan d'Urbanisme concerning Montreal's Chinatown. My name is Monique Ling, and I have been a resident of Montreal for the past 4 years, during which I have quickly found a place to call home. One of the things I love most about Montreal is its ability to be at once a big city with diverse arts and culture,
as well as a place of close-knit community and vibrance on a human scale. Something that I find distinguishes it from other large Canadian cities, such as Vancouver or Toronto. Over the past 4 years, Chinatown has become an incredibly meaningful part of my Montreal life as a place of gathering, learning, connecting, and reconnecting. Because of Chinatown, I have met a wonderful community, established a deeper connection with my personal heritage, and become more engaged as a community member, not only in relation to Chinatown, but as a citizen of Montreal. In this past year, I've also seen what it means to others as numerous groups have come together to fight to protect Chinatown and ensure its permanence and vitality as the last remaining Chinatown in Quebec. As such, I am here today to express my strong support for the proposed changes to the Plan d'Urbanisme, with reduced height and density limits for the neighborhood, expounded boundaries, and heritage designation. However, with these proposed changes, it is also imperative that we do not think of Chinatown as merely a tourist destination or relic of the past, but as a living, breathing community which is deeply rooted in the area. We must think of Chinatown considering its history, its present, and its future. While I am not a lifelong resident of the city, I can quickly recognize the importance of Chinatown and the threats facing Chinatowns in other parts of Canada, including in my hometown of Calgary. I am particularly concerned with the types of businesses currently opening in Chinatown. Much like in Toronto, many family-run and historic businesses are being pushed out by larger and international chains who can afford increasingly high rents, and that while fit the general cultural and visual aesthetic of Chinatown, add nothing to the unique character of Montreal's Chinatown. They can be found in Chinatowns anywhere, and even newer and informal so-called secondary Chinatowns like the area around Concordia University. I would like to see rent subsidies or other incentives for local businesses that contribute to the distinct character and heritage of Chinatown. Another one of the major aspects that I believe sets Montreal's Chinatown apart is the pedestrianization of the Rue de la Gauchetière, which allows people to freely wander through Chinatown while exploring the unique array of shops, restaurants, and businesses, or sit for a moment without the noise and stress of car traffic. It also creates a favorable environment for local businesses and human-scale development, and makes visitors really feel the living history and significance of the streets and buildings. I believe this pedestrianization has played a large part in distinguishing Chinatown as a destination rather than a quick stop on the way from downtown to Old Montreal. As such, I think it is really important to maintain this level of human and pedestrian-centric scale and ensure Chinatown does not lose this defining characteristic. I would also like to speak about the need for responsibly internally led development and improvement in quality of life. What I mean by this is that I am in favor of a Chinatown that is not only preserved but developed. I am in favor of continued investment in the area, increased service delivery, and a wide diversity of shops, restaurants, and other businesses, as well as investment into greening and beautifying the space, but not at the expense or displacement of the existing residents. I would like to see measures in place that ensure senior and long-time residents are able to remain in their homes and are able to afford to live, shop, and eat in their neighborhood. I would also like to see measures in place to ensure that any investors and developers with larger projects are contributing to the community in a meaningful way. This could be something like community benefit agreements being attached to construction projects, perhaps to develop green and leisure spaces that benefit the public, and to contribute significantly to social and affordable housing. If we allow for irresponsible development to happen now, there will be no turning back. We will not be able to recover what we have lost. We have already seen mass land expropriation of Montreal's Chinatown for large-scale developments, such as the Guy Favreau complex and the Complexe des Jardins, which now permanently box Chinatown in. As well as the cultural and historic value, the community aspect is integral to the neighborhood. There are many vulnerable residents in Chinatown who lack the cultural and/or linguistic fluency to thrive in other parts of the city, and pushing them out of Chinatown would only serve to isolate them, seniors in particular. There are also shelters and housing services for those facing situations of homelessness, both within and at the borders of Chinatown. I believe that allowing for higher-end luxury housing and tourist rentals to take over Chinatown, the city would send a clear message and a violent message over which residents the city views as disposable and which residents are seen as desirable.
Beyond affirming the proposed changes for the plan d'urbanisme, I join with others in their concerns that the current measures alone will not sufficiently bring about the desired results mentioned. I appreciate the time taken to listen to the community today, and I'm hopeful that the City of Montreal and the Bureau de Ville-Marie will further consider a more holistic development plan for Montreal's historic Chinatown that aims to protect, preserve, and promote the history and culture of its historical populations. Thank you. Merci. Thank you very much. We have 10 minutes for questions with you. Vous en avez parlé sur le lien entre l'histoire, le patrimoine et la vitalité, que ça ne soit pas en conflit, j'ai bien compris, avec la vitalité et le développement du quartier. So my question is how do you see the reconciliation between the history and what is to put forward the history of Chinatown and le patrimoine with the fact that you say you want to be able to continue the development and not being like a museum, I guess that's what you're saying. And how do you see that happening? I think a big part of that is just realizing that there are still residents here that have been here for a long time, that are part of the history and are still living in the city. They're not a closed chapter. So really being sure to talk to residents and, for example, I think this has already been something that's been brought up, but having more accessibility for the public consultation, that residents would be able to come and speak in Chinese, and really making them feel like they are a part of the neighborhood and of the future of the neighborhood. I think there is room for housing development, maybe not luxury per se, but like newer developments that do bring in a type of gentrification that doesn't come with displacing residents. But it does, increase service delivery. It increases the diversity of types of businesses in the neighborhood. It beautifies the space, but it doesn't push people out. Mm-hmm. Okay. Je comprends. Alors, collègue, maybe a last question. You mentioned public spaces and green spaces. What do you feel like? Is there a need for more like public spaces? And if so, where would you see that? I think we could even start with the Park Sun Yat-sen, which it does provide seating. There is a space for gathering, but it's very gray. It's very hard. It's not a comfortable place to come sit, especially if you're a senior. There's like little concrete stools. Like it's not really a comfortable or a beautiful place to sit and enjoy the neighborhood. So even, added greenery, more comfortable seating would be a good start. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Prochaine intervenante, Estelle Mi. Je vous ai fait parvenir aussi une dissertation que j'ai écrite dans le cadre d'un de mes projets universitaires à l'université de McGill. Je voulais savoir si vous l'avez Je vu. vous confirme que nous avons bien reçu votre document, que très nous bien. l'avons lu. Oui, nous l'avons lu avec grand intérêt. Très bien. Alors maintenant, on vous écoute. D'accord. Bonjour, je m'appelle Estelle Mi et je suis actuellement étudiante à l'université de McGill en développement international et études de l'Asie de l'Est. Et donc ce projet, en fait, vraiment rentre dans le cadre de mes projets universitaires et mon parcours professionnel que j'espère voir à l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai un très grand intérêt, en fait, avec ce plan d'urbanisme qui a lieu présentement.
Et donc, avant de commencer mon témoignage, je souhaite vraiment préciser le fait que c'est vraiment mes arguments que je vais poser, c'est vraiment mes propres recherches universitaires et aussi c'est mon ressenti par rapport à ce plan d'urbanisme et donc, que je souhaite partager avec vous. Et donc, je m'appuie notamment des travaux réalisés à Montréal de Jonathan Cha, que je suppose que vous l'avez rencontré en fait la session passée. Donc, avec notamment son article « La représentation symbolique dans le contexte de la mondialisation, l'exemple de la construction identitaire du quartier chinois de Montréal », de Kwok Bun-chan, « Ethnic Urban Space, Urban Displacement and Forced Relocation, the Case of Chinatown in Montreal », et ensuite de Val Morrison, de son mémoire « Beyond Physical Boundaries, the Symbolic Construction of Chinatown ». Et donc, avec cette opinion écrite que je vous ai transmise, où la bibliographie sera plus complète, je souhaiterais faire part de mon ressenti sur le projet mis en place par la ville de Montréal dans l'abaissement des hauteurs et des densités de bâtisses dans le quartier chinois. Tout d'abord, je soutiens l'idée générale de rendre une plus grande partie de ces bâtiments le long de la rue de la Gauchetière, notamment vers l'ouest, à 25 mètres. C'est selon moi une première étape, comme les autres intervenants ont dit, à la reconnaissance du patrimoine culturel du quartier chinois. Plus encore, je trouve que ce projet vraiment légitimise et officialise enfin l'importance du quartier dans l'histoire de la ville de Montréal et de ses habitants. Nous nous souviendrons toujours du traumatisme des profondes transformations de celui-ci dans les années 60 à 70, menant à sa quasi-disparition par les politiques de modernisation de la ville. Le quartier, en effet, s'est englouti dans les grandeurs des bâtisses gouvernementales, dont le plus imposant est le complexe Guy Favreau. L'élargissement des rues Jeanne-Mance aussi et de Saint-Urbain ont aussi contribué à la destruction du quartier avec la disparition de 2 églises chinoises notamment, une école et une vingtaine de logements pour n'en citer que quelques-uns. Ainsi, ces auteurs, ces bâtisses et ces grandeurs ont tous été le marqueur de la volonté destructrice envers le quartier chinois. Lui qui a été vu autrefois par la ville et le secteur immobilier comme un quartier insalubre, faisant place aux bâtiments plus modernes et à la spéculation néolibéraliste. C'est pourquoi la reconnaissance du quartier chinois dans une plus grande globalité comme un secteur à valeur exceptionnelle et d'intérêt archéologique est une grande avancée dans la reconnaissance patrimoniale des Asiatiques à Montréal. Je souhaite notamment remercier la ville je pense que c'est une avancée historique. Cependant, je souhaiterais faire part d'un questionnement qui me trotte et que j'espère sera résolu. En effet, l'héritage tangible du quartier chinois ne se situe pas que sur les bâtiments, mais bien aussi autour et dans les rues. Car le symbolisme du quartier chinois s'est construit dans un processus d'enchinoisement urbain. Selon Jonathan Cha, l'enchinoisement se réfère à l'idée de rendre un caractère chinois à l'objet au lieu ne l'étant pas au départ, par une réinterprétation se voulant manifeste, mais non pastiche du lieu. L'enchinoisement sert principalement des intérêts symboliques et identitaires, comme c'est le cas pour le quartier chinois de Montréal. Ce processus a tout d'abord été constaté dans les origines mêmes du quartier au XIXe siècle. Les signaux verticaux des restaurants et des enseignes asiatiques témoignent du passé du refuge économique et social que représentait le quartier pour la survie de la communauté. Dans les années 80, ces signaux se sont transcrits plus largement dans des projets d'aménagement et d'embellissement pour sauver le quartier de la destruction. Je pense notamment au projet de l'architecte Henry Ing et du Perto en 1982, qui, pour sauver le quartier, se sont organisés en amenant des artistes directement de Chine pour donner un nouveau ton esthétique et attractif au mobilier urbain. C'est à cette période-là que l'on voit apparaître des médaillons au sol, en forme de lotus, le long de la rue de la Gauchetière, ou bien des lampadaires stylisés à la chinoise dans tout le quartier. Ainsi, même si ce plan d'urbanisme ne touche pas directement ces mobiliers urbains, les externalités des constructions de ce projet pourraient cacher ces héritages culturels et artistiques. Donc ma question est, mettra-t-il en péril ces signaux constituant le symbolisme historique et urbain du quartier ? J'affirme, pour préserver le quartier chinois, qu'il faudra mettre en valeur ces signaux et ces décorations urbaines comme elles les étaient à l'auparavant. Que les médaillons continuent d'orner le sol et que les lampadaires continuent de faire briller le quartier de leur esthétique à la chinoise.
Par ce témoignage, j'espère que la ville pourra effectuer un travail de reconnaissance de ces décorations urbaines et culturelles pour éviter toute dégradation de celles-ci. De la même façon, j'espère que ces constructions n'engendreront pas d'externalités sonores ou visuelles négatives à l'encontre du quartier, pour qu'il reste un point de rencontre agréable pour la communauté et les Montréalais. Nous ne souhaitons pas un autre traumatisme urbain, nous aimerions qu'il reste un lieu de convivialité et historique préservé par la ville. J'appelle à ce que le quartier continue de faire rayonner Montréal en se montrant comme une vitrine cosmopolite et historique sur la scène internationale. Qu'il continue d'attirer des expatriés du monde entier, comme moi, jeune française, en suscitant une curiosité intellectuelle et en devenant un modèle de préservation urbain à l'échelle mondiale. Enfin, et je finirai sur ces mots, j'espère que la ville comprendra le symbolisme de notre quartier à travers son écoute de nos écrits et de nos voix plurielles. Car rien n'est plus fort et plus vivant que les mots et la parole comme architectes de notre quartier. Merci. Merci à vous. Alors, maintenant, pour les questions, Daniel? Le mot en chinoisement vous a évidemment interpellé. Vous en avez fait une description assez brève, là, mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'enchinoisement et comment l'enchinoisement, comme vous le percevez, peut se comparer à ce qu'on appelle la disnification parfois là, de certains lieux ou édifices? Quand vous parlez de dignification, vous utilisez le terme de dignité dans cette. Quelle est la racine de ce mot? Je ne comprends pas trop. Dignification? C'est Walt Disney. C'est de présenter un peu les bâtiments de façon fantaisiste, pas nécessairement authentique. Ouais, je dirais qu'à Montréal, ce qui m'a beaucoup... je vous parle des yeux d'une Française qui est venue à Montréal et qui m'a interpellée dans le quartier chinois. C'est vraiment, comme je disais, c'est ce processus d'enchinoisement qui est d'affirmer en fait que ce quartier a un historique et une culture pleinement chinoise et par les projets qui ont été faits en fait historiquement à Montréal. Et donc c'est là que j'ai appris par exemple quand je vous parlais des lotus en fait qui sont des ornements dans le sol qu'on en trouve pas mal comme je vous disais sur la rue de la Gauchetière mais plutôt vers l'est parce que c'était maintenant le quartier chinois s'étend vers l'ouest, mais aussi comme je disais des lampadaires qui sont partout en fait dans le quartier qui illuminent le quartier la nuit et qui je pense est un symbole en fait à préserver parce que le quartier chinois a longtemps été considéré comme quelque chose un endroit pas très sécuritaire, surtout quand vous êtes comme moi une étudiante qui souhaite juste marcher dans la ville. Et c'est vraiment ces objets, ces mobiliers urbains qui permettent en fait de me sentir en sécurité en fait tout simplement. Et donc ces symboles-là, ces symboles de lumière en fait, qui soient ornés de ces signes chinois. Ça permet d'allier aussi cette identité montréalaise en fait au sein du quartier même, qui est cet aspect patrimonial qui est là, donc pour rappeler la valeur identitaire qui est le quartier chinois, qui est chinois, et la valeur de la ville urbaine qui est là, qui est des infrastructures urbaines et qui sont là pour mettre en sécurité et pour embellir la ville de Montréal. Oui. Est-ce que vous considérez les néons ou l'affichage ou même les arches qu'on trouve aux entrées dans le quartier chinois, est-ce que vous considérez que ce sont le même genre d'enchinoisement? Oui. Oui, alors moi je considère que c'est pas... Parce que là, les signes, en fait, sont... Pour moi, oui, les signaux, en fait, qui ont été mis, en fait, pour les boutiques ou les restaurants, c'est vraiment un enchinoisement, mais qui a été un peu forcé. Parce que ces signaux-là, en fait, ont été apparus vraiment dans un contexte historique où les Chinois voulaient avoir des restaurants asiatiques pour servir leur propre communauté. Donc, ils ont créé ces signaux pour que la communauté se repère, en fait, dans le quartier. Mais, en fait, les arches que je pense qui sont plus des créations modernes sont là vraiment, ils ont un côté plus symbolique en fait. Et c'est un côté vraiment pour, comme vous disiez, moi je pense que c'est bien de désignification et pour montrer vraiment les limites du quartier chinois et pour avoir un espace temporel et spatial et même sensoriel,
Parce que quand on rentre dans ces arches, vraiment, on se rend compte et on se sent dans le quartier chinois. Ouais. Merci. Pas de souci. Merci. Bruno Serge. Bonjour. Bonjour. Le quartier chinois est un quartier où la population est quand même assez âgée, on l'a démontré à plusieurs reprises. Si je me prends comme rapport, vous êtes une femme, une jeune femme, en tout cas beaucoup plus que moi. Comment feriez-vous pour intéresser vos amis IES de votre âge à venir dans le quartier chinois, même à y habiter ou à le fréquenter? Alors moi, le quartier chinois, pour mettre un peu le contexte, j'ai vraiment découvert vraiment ce quartier lors de la manifestation en fait contre le racisme anti-asiatique l'année dernière, en 2021. Et donc je dirais que c'est à ce moment-là aussi que j'ai amené mes autres amis français à venir participer à cette manifestation. Et c'est là où on est vraiment rentré dans ce quartier et en même temps, par cet événement, on a vu que ce quartier, c'est pas juste quelque chose de stable ou stagné, c'est vraiment un quartier vivant où il y a eu, c'est là où j'ai rencontré Mei d'ailleurs qui a fait son discours dans la place, mais voilà, que c'est un quartier vivant, que c'est un quartier attractif et que des événements sont possibles dans le quartier. Et moi je pense que c'est ça, c'est créer vraiment et d'encourager des événements qui ont lieu dans le quartier chinois. Et en fait, actuellement, je fais un stage avec le festival Accès Asie, donc il y a un festival d'art asiatique à Montréal pour promouvoir les arts asiatiques au Montréal, mais même à la scène internationale et nationale. Et l'année prochaine, on prévoit en fait de faire quelque chose un partenariat avec le quartier chinois de New York, dans le quartier chinois de Montréal, avec des sessions de danse, des événements aussi divertissantes, pour que les gens en fait viennent et pour attirer en fait la jeune génération, parce qu'il faut, comme on disait, que l'héritage du quartier se transmet de génération en génération. Et la seule façon dont je vois, c'est par la transformation, je vais dire, divertissante de celle-ci. Ouais. Pas de souci. Je fais un lien avec la question de Bruno Serge sur la présence des jeunes. Certains nous ont dit que les jeunes se tiennent plutôt dans le nouveau quartier chinois, le Concordia. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez une compétition entre les deux lieux? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante parce que, oui, comme vous dites, c'est le Chinatown 2.0 à côté de Geek Concordia. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vraiment, cet endroit-là, comme c'est un lieu universitaire, il y a beaucoup d'étudiants en fait, étrangers, notamment chinois et asiatiques en général, qui vont en fait, dans ces restaurants et ces lieux qui sont plus proches de l'université, tout simplement. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une compétition parce que ce n'est pas la même chose. Je dirais que le quartier chinois, ici, c'est un lieu, comme vous disiez, de patrimoine. Et c'est un lieu préservé par l'histoire, en fait, c'est le quartier, le Old Chinatown, comme on dit. Et le quartier chinois, en fait, à Geek Concordia, si on peut vraiment parler, je dirais qu'il y a... Je ne vois pas trop, en tout cas de ma connaissance, je ne vois pas qu'il y ait des événements qui se créent vraiment dans ce quartier, à part de ces, comme vous dites, des magasins, des restaurants. Mais je trouve qu'il manque vraiment cette sensation voilà, d'enchinoisement qui est présente en fait, dans le vieux quartier et qui pour moi, est vraiment qui marque une différence entre les deux endroits. Oui. C'est que l'enchinoisement devait être supporté, appuyé et donc faire partie du développement du quartier chinois. Est-ce que du quartier chinois Geek Concordia actuel? Non, actuel, oui. Moi, je pense que je ne sais pas si c'est pas. Je pense que c'est aux habitants de voir s'ils veulent continuer à contribuer à cet enchinoisement. Je ne pense pas que je suis la mieux placée pour dire ça. Mais oui, moi, je pense qu'il faudrait préserver ces enchinoisements pour préserver le quartier, ça c'est sûr. Oui. Oui. Je comprends donc je veux juste être certain de bien vous comprendre. Ce que vous nous dites, c'est qu'autour de Concordia, il n'y a pas de vie communautaire chinoise. Si, il y a une vie communautaire, mais en fait, l'aspect symbolique n'est pas aussi présent, je dirais, que dans le vieux quartier chinois. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Merci. Daniel, ça va?
Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, votre contribution. Ceci met fin à la deuxième audience de notre consultation, en fait, sur les auditions des opinions. Alors, on se retrouve pour la troisième séance qui aura lieu ce soir à 19h, toujours ici même à l'hôtel Holiday Inn. Alors, merci à toutes et tous. Bonne fin de journée.